France Maghreb 2. Le LGF sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous, c'est mercredi, nous sommes aujourd'hui le 12 juin, j'espère que vous allez bien, et c'est vrai que quand on regarde dehors, on n'a pas l'impression d'être un 12 juin. Mais bon, que voulez-vous, l'été se fait quelque peu attendre, en tout cas ici à Paris, parce que dans le sud tout va bien, le soleil est au rendez-vous, et tant mieux pour vous. Monsieur Abina, comment ça va, Gamal? Très bien, et toi? Oui, ça va? Tranquille, là, il fait bon. Ouais, il fait bon, oui, enfin, il fait À Marseille. Oui, à Marseille, voilà. À Marseille. Ici, à Paris, c'est pas le top. Boyashi, il arrive, il est en moto, là, voilà. Vous savez qu'on va parler tout à l'heure d'ailleurs de la nouvelle tendance de Hidalgo qui veut réduire le périphérique à 50 km/h. Là, amis automobilistes, vous qui êtes en région parisienne, j'attends vos appels. Hein, je pense que les oreilles de Madame la maire vont siffler. Hein. Un petit peu. 50 km/h et seulement 2 voies de circulation. Ah, j'aime bien les deux voix. 50, je suis pas d'accord, mais les deux voix, ça me plaît. Ah ouais? Ah ouais. Bon, bah tu nous expliqueras pourquoi hein, tout à l'heure, Avec évidemment. 01 40 33 9000. À ne pas louper aussi le nouveau rendez-vous avec Hicham Terak. Et va te faire follow. Vous savez, c'est tous ces influenceurs, tous ces youtubeurs, tous ces personnalités qui sont à la recherche de followers sur les réseaux sociaux. On va à leur rencontre. Plutôt Hicham Terak va à leur rencontre. Et cette semaine, l'invité, c'est Wallace. C'est un humoriste marocain, je sais pas si tu connais, qui vit en Côte d'Ivoire et qui fait ça le compte d'ailleurs en Afrique. Un humoriste qui était de passage à Paris, que Hicham Terak, évidemment, n'a pas loupé pour le Grand Forum. Tout à l'heure, à ne pas louper, 17h30 pour le rendez-vous, effectivement, à 17h30, donc pour Wallace, pour la suite de cet entretien, que vous pourrez retrouver d'ailleurs en intégralité et en vidéo, parce que c'est filmé, mesdames, messieurs, sur la page Christophe le Grand Forum, c'est la page Facebook de l'émission. Soyez les bienvenus avec cette question. En attendant Boyashi, la question que l'on vous pose aujourd'hui, un sujet épineux, difficile, c'est à propos du retour des enfants français, donc qui sont partis avec leurs parents, ou plutôt pour ceux et celles qui sont nés aussi en Syrie, de ces terroristes. Donc, la France qui a rapatrié 12 enfants de Syrie lundi, une fratrie de 9 hier. Doit-on procéder à un rapatriement systématique? C'est la question que l'on vous pose aujourd'hui, d'enfants français venus de Syrie et d'Irak. C'est la question que l'on vous pose. Vous répondez oui à 82% sur Facebook, 89% sur Twitter, le Grand Forum FM2 pour voter. Et vous nous appelez au 01 40 33 9000 pour nous donner votre avis. Gamal, est-ce qu'on doit rapatrier les enfants sans se poser de questions? Sans se poser de questions, non, il faut se poser des questions. Mais en revanche, oui, des enfants, quand ils sont de 0 à 6 ans, bien évidemment. J'ai déjà eu l'occasion de discuter dans un grand média une fois. Il faut jamais oublier que si on avait dû se poser la question de savoir est-ce qu'on devait accepter la présence des jeunesses hitlériennes hitlériennes en Allemagne après la guerre, alors qu'ils étaient extrêmement dogmatiques, extrêmement politisés et violents, l'Allemagne serait jamais sortie de l'Hitler, hein, il serait resté dans l'hitlérisme. Donc effectivement, en Syrie, il faut rapatrier ces enfants pour leur laver le cerveau de ce qu'ils ont eu dans la tête. Oui, parce qu'on rappelle quand même que les enfants sont les victimes dans tout ça. Hein. Bien sûr. Hein, c'est très important de dire. Alors c'est vrai que j'entendais à la radio discuter sur l'âge, effectivement, parce qu'il y en a qui disent oui, mais bon, à partir de 10 ans, vous savez, les enfants soldats, etc., ça existe. Est-ce qu'il faut définir une barrière d'âge? Déjà, Philippe vient de nous rejoindre, c'est la première nouvelle. Oui. Salut Boyashi. Bonjour à tous et à toutes, et excusez-moi pour mon retard. Les absents ont toujours tort. Ouais, c'est ça. Tu t'en as pris plein la tronche, hein, Philippe. Même quand ils sont verts. Ah oui, absolument. Il y a des sujets sur le verre. Oh, joli, Gamal, joli. Joli. Qu'est-ce que j'ai à dire? Oui, là, par rapport à ces questions-là, effectivement, la question de l'âge se pose. L'âge de conscience ou pas. Mais 10 ans, évidemment, ça reste un enfant. À 14 ans, on commence à réfléchir. À 16 ans, ils sont effectivement formés intellectuellement. Et j'ai tendance à penser qu'après une guerre perdue par Daesh, le traumatisme est tellement fort que j'ai du mal à croire qu'ils adhèrent encore à cette idéologie. C'est à définir, mais effectivement, il faut les interroger. 01 40 33 9000, Philippe, je te prends comme ça Bien sûr, à la volée, absolument. À cette question, faut-il rapatrier de manière systématique les enfants venus de Syrie? C'est vrai qu'on n'a pas fixé non plus de barrière d'âge, mais quand on dit enfant, ça peut être moins de 10 ans, ou même un petit peu plus de 10 ans d'ailleurs, parce que quand on a 13 ans, on est encore un enfant. Est-ce qu'on peut encore sauver ces peut-être enfants qui peuvent devenir d'ailleurs une bombe à retardement, hein, pour la France, pour d'autres pays d'ailleurs? Bien évidemment, j'ai envie de te dire, pour avoir un petit peu pratiqué les forces militaires, une grenade dégoupillée n'est pas dangereuse tant que tu la lâches pas. Tant que tu l'as pas lâchée, tu peux la regoupiller. Une bombe, tant qu'elle n'est pas amorcée, tu peux la désamorcer. Il n'y a aucune question à se poser sur un enfant. Un enfant n'est pas responsable des actes et des choix que ses parents ont pris délibérément. Un enfant reste dans l'âme quelque chose d'innocent. Tout dépend ce qu'on en fait. Alors tu as raison, quand on parle d'endoctrinement,
l'endoctrinement, dès le plus jeune âge, effectivement, il y a des méthodes qui existent. Si tu apprends à un enfant la haine, il ne grandira que par la haine. Si tu lui apprends l'amour, il ne grandira que par l'amour. Si tu l'as élevé dans la haine et puis tu l'as fait passer du sombre au clair en lui apprenant l'amour, eh ben cet enfant ne connaîtra et qui ne vivra que par l'amour. Alors, il y a du temps pour ça, il y a des spécialistes. En France, on a la chance d'avoir des grands spécialistes. On a une justice. Un enfant mineur, d'autant plus que là, on parle de 0 à 6 ans. De 0 à 6 ans, enfin... C'est bon qu'on arrête de céder à chaque fois que la face. Il y a des politiques qui ont dit non. Hein. Vous vous souvenez de Dupont-Aignan, par exemple. Il n'est pas question. Dupont-Aignan. Non mais voilà. Non mais si on devait se poser la question de ce que vaut Dupont-Aignan politiquement déjà, il a pas de ligne. Il vaut 3%. 3%, surtout il vaut au rapprochement avec Front National, donc la donnée claire, il a un problème, lui, Dupont-Aignan, avec la présence maghrébine en France, et il considère que ses enfants immigrés, il les voit comme des immigrés, donc ses enfants de Daesh, sont des maghrébins. Il oublie qu'il y a beaucoup de Français et de Françaises qui sont partis de souche. Absolument, ouais. Donc malheureusement pour ce monsieur, de toute façon, pour moi, j'ai envie de dire, Dupont-Aignan, c'est un épiphénomène politique qui va disparaître aussi vite qu'il est apparu. Bon, très bien. 01 40 33 9000 pour nous donner votre avis, parce qu'il nous intéresse. Il était un peu moins tranchant, enfin il était un peu plus tranchant, côté négatif il y a quelques mois. Ça a un peu basculé, la balance a un peu changé. Vous êtes 82% à dire oui, il faut le retour systématique des enfants français de Syrie et d'Irak. 88 sur Twitter, le grand forum FM2, vous continuez de voter. Et vous nous appelez pour nous donner votre avis aussi au 01 40 33 9000. Allô, bonjour. Allô. Oui, bonjour. Bonjour monsieur, quel est votre prénom? Karim. J'entends super mal. Votre prénom, pardon? C'est moi. Oui, je sais que c'est vous, merci. Mais votre prénom? Karim à l'appareil. Ah, Karim, voilà, je vous entends mieux là. Vous étiez bon. Donc, Karim. je vous appelais par rapport à la polémique du retour des enfants de djihadistes. D'abord, vous nous appelez d'où, Karim? Moi, de Dijon. De Dijon, d'accord, dans le 21, c'est ça, Côte d'Or. Voilà. Il fait quel temps à Dijon aujourd'hui, tiens? Ah, mais c'est très bon, un peu de vent. Ah bah voilà. On les envie. Voilà, c'est bien. Bon alors, par rapport à cette polémique, c'est vrai que ça fait couler beaucoup d'encre hein, depuis lundi. 12 enfants revenus de Syrie lundi, une fratrie de 9 enfants hier. Voilà, donc ça continue. Est-ce qu'il faut, selon vous, Karim de Dijon, rapatrier systématiquement tous les enfants de Français partis en Syrie? Ah, bah écoutez, moi je suis tout à fait d'accord pour. Oui. Alors pourquoi vous êtes d'accord, dites-nous? Eh ben écoutez, on va dire. Est-ce que vous êtes une chaîne, vous êtes pro-islamique ou pro-sioniste? C'est quoi cette question, Karim? Eh ben écoutez, parce que le djihadisme n'existait pas. Vous savez très bien que c'est juste des pièces montées. Le djihadisme n'existe pas, oui, d'accord. Ah, ouais. du tout. Ah Donc ouais. il faudrait arrêter avec ces conneries. Donc les enfants ils n'ont rien à voir, donc oui, ils doivent rentrer chez eux. D'accord, oui, mais attendez, Karim, on va se remettre 2 secondes ensemble. Il faut recadrer là. Ah, mais il est parti. Bon, dommage. je pense que c'est un petit peu plaisantin qui avait envie de s'entendre à la radio pour dire une connerie, quoi. On sait qu'il fait bon à Dijon. Voilà, oui, voilà, juste pour dire qu'il fait des bois à Dijon. 01 40 33 9 si t'es intelligent, t'as des choses à dire, vas-y, appelle-nous. Voilà. En même temps, Karim a levé une belle question. Quand il dit Quelle question? le djihadisme n'existe pas, il faut juste revenir à la définition propre du mot djihad, qui est décliné en 614 mots différents. Mais le djihad, c'est d'abord le combat intérieur, intérieur de soi-même. Et malheureusement, depuis, je crois une vingtaine d'années, ouais, à peu près. mais intensifié depuis malheureusement les attentats que nous avons tous vécus et dont nous avons tous souffert. Ouais. Certains islamophobes, clairement, certains racistes, ont donné en pâture, aux médias, qui avaient pas grand chose à se mettre sous la dent, des mots, comme le mot islam, on rajoute ist, et ça devient quelque chose de très dangereux. Je crois que le christianisme, tout le monde est d'accord pour dire que c'est l'amour de la chrétienté, et la pratique de la religion chrétienne. L'islamisme ne devrait pas porter cette négation? Évidemment, elle est fausse, elle est erronée. Alors, ça serait bien qu'on module ça. Un terroriste restera un terroriste. Il y a des gens effectivement qui ont quitté notre pays pour être endoctrinés par des fous furieux qui veulent mettre un État pur et dur selon leurs règles à eux. Moi, je voudrais juste inviter à toutes celles et tous ceux qui ne connaissent pas l'islam de se rapprocher de leurs voisins et de voir comment ils vivent. Et ils se rendront bien compte que ces mots qui ont été usurpés, modifiés,
galvaudés n'ont rien à voir avec l'islam. Moi, j'ai un terme intéressant. Oui, Gamal. C'est très intéressant par rapport à ces questions. Bon, déjà, le djihadisme, malheureusement, il est consacré à des gens qui partent en djihad. Et ça, c'est une réalité politique qu'on peut pas écarter, tout comme l'antisémitisme est un terme impropre pour désigner les Khazars d'Europe qui ont été victimes de la haine anti-juive. On aurait dû dire, pour faire simple, je sais pas, la judéophobie, ça aurait été plus adapté peut-être. Mais concernant les termes, moi j'aime beaucoup parce que les journalistes ont une qualité incroyable à déformer un terme d'origine pour le faire migrer sur une idéologie autre. Ouais. Je prends un exemple très concret qui va vous marquer. Quand je vous dis christianisme, rien, judaïsme, rien, islamisme, c'est la même chose. Hein. Là, on réagit mal, on pense que c'est de l'islam politique. Ouais. Alors que c'est juste la pratique de l'islam. Donc c'est pour ça que je dis sur ces questions-là, bon là la question qu'a posée l'auditeur était assez amusante parce qu'il voit le monde en deux parties. D'un côté les pro-sionistes, de l'autre côté les djihadistes. Donc ça ne veut rien dire. Ouais. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et effectivement, l'idéologie de Daesh est une idéologie qui voulait le rétablissement d'un califat qui est transnational à partir de l'Irak et de la Syrie. Historiquement, c'était les premiers califats. Et donc quand ils sont partis là-bas, je parle des gens qui sont partis, qui ont rejoint cette idéologie, ils sont partis sur l'appel d'un homme qui a dit je rétablis le califat, qui a disparu dans les années 30 avec l'arrivée de Atatürk. Donc quand ils sont partis, ils avaient cette idéologie qui est quoi, de se dire l'islam de l'époque était meilleur, le califat et le commandement des musulmans et unira tous les musulmans. Donc dans cette perte de repères qu'on a en Occident, de beaucoup de musulmans qui se sont exclus, ils croient trouver là-bas la lumière qu'ils ont perdue ici. Et le problème, c'est qu'ils se trompent de combat. Et là, on va rejoindre ce que tu disais tout à l'heure, Philippe. Le djihad nefs, effectivement, c'est d'abord travailler sur soi. Ouais, c'est le combat contre soi-même. Contre soi-même, son ego, ses problèmes, tout ça c'est. Et après, effectivement, on a un djihad qui historiquement existé. C'est le djihad contre l'ennemi qui vous attaque. Pas pour attaquer, mais pour se défendre. Et là, on n'observe pas une défense, on observe une attaque et c'est pire. Ceux qui sont partis faire ce fameux djihad, soi-disant, en terre musulmane, tuent des musulmans. Donc là on a un problème. Là c'est là où on parle d'idéologie mortifère qui a été détournée. Ils vont tuer d'abord des musulmans avant de tuer leurs ennemis supposés. Et là c'est effectivement problématique. Et le terme consacré aujourd'hui malheureusement c'est bien du djihadisme. Samira est avec nous au 01 40 33 9000. Elle nous appelle du Val-de-Marne. Bonjour Samira. Oui, bonjour Christophe, bonjour à Gamal, Philippe. Bonjour Donc, je suis une fidèle auditrice. Hein. Oui, je vois ça. Parce que je les suis sur les réseaux sociaux. Ah oui. Alors moi je suis étonnée, Christophe, qu'on se pose cette question. Ah bon. Moi je suis étonnée parce que ça reste des enfants qui ont de la famille en France. Pour moi, ne pas les faire venir, c'est non-assistance à personne en danger, c'est clair. Parce que quand on voit la façon dont ils sont détenus, ces enfants-là, dans des camps, en Syrie, etc., ils sont en mauvaise santé, ils n'ont pas de quoi manger, c'est triste, c'est affreux. Humainement, je m'étonne, je me dis, mais dans quel pays nous vivons? Dans quel pays on se pose encore cette question-là. Alors, je vous donne un exemple d'un criminel en France ou un pédophile. Il a des enfants. On va se poser la question si leurs enfants seraient éventuellement pédophiles ou si un enfant d'un criminel ou d'un grand bandit international, on va se poser la question quel va être le devenir des enfants et comment ils seront ces enfants-là. Vous comprenez ce que je veux dire? Très bien, parfaitement. Bien sûr, donc, non, mais moi je suis, je veux dire humainement, on peut pas les laisser tomber ces enfants, c'est pas possible. C'est ce que je disais tout à l'heure, Anissa. C'est Anissa, hein. Ouais, Samira, oui. pardon. Le problématique, le problème que ça pose, c'est qu'effectivement, si on ne va pas secourir ces enfants qui sont encore dans l'innocence, j'ai envie de dire, et qui grandissent dans ce milieu de guerre, de haine, etc. On va en faire des futures bombes. Absolument, on va les amorcer. On peut désamorcer tout cela dès maintenant, en leur offrant un meilleur avenir quand même que la merde que leurs parents leur proposent. Non, puis c'est même pas ça. Je veux dire, Christophe, dans quelles conditions ils sont là-bas? C'est des enfants qui risquent de mourir quand même. C'est des enfants blessés, c'est des enfants malnutris. J'ai vu des vidéos de bénévoles de Baraka City où j'ai été interpellée, j'ai été choquée. C'est des gamins, il faut voir dans quelle situation quand même sociale et humaine et physique et santé. Ne serait-ce que ça, je veux dire, c'est tendre la main quand même à des enfants français. Attends, Samira, pour éviter un énième droit de réponse, tu parles de quoi avec Baraka City là? C'est quoi le truc? Non, Baraka City, des bénévoles ont été là-bas dans des camps et ils ont filmé des enfants, dont une petite, dans une petite Lina, ça m'a vraiment interpellée, une petite de 13 ans, qui se retrouvait à s'occuper de ses 3 petits frères et sœurs. Et les parents, le père, il était mort, la mère, on savait pas où est-ce qu'elle était. Bref, c'était des exemples de vidéos qu'on voit comme ça, et en direct, filmé. Et ça m'a interpellée parce qu'en tant que maman française,
je m'étonne que des enfants français soient dans ces camps-là et soient malades et qu'on puisse rien faire pour eux et que le gouvernement Macron se pose encore la question. Oui, mais c'est des djihadistes. Non, mais il faut arrêter quand même. Non, ils se posent pas la question. Franchement, pour le coup, ils sont en train de le faire. Ils le font. Ils l'ont déjà fait d'ailleurs. Samira, ils sont en train de le faire. C'est pas Macron le problème, c'est l'opposition. Mais il y a une chose intéressante qu'il faut souligner. C'est même pas l'opposition. Non, une opposition, pas l'opposition. C'est la fachosphère qui c'est ce qu'on appelle l'opposition Macron. Qui en boucle dès qu'il y a un événement, quel qu'il soit en France ou en externe, qui monte son épingle pour nous opposer les uns aux autres. Oui. Et à nous de réagir. Oui, mais c'est bien l'opposition. L'opposition choisie par Macron, quand même. Voilà. On peut le dire. Oui, évidemment. La fachosphère, on est d'accord. Ça l'arrange bien. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi de souligner le fait que, effectivement, c'est les enfants fragiles et puis surtout, ils sont souvent orphelins. Et ça, on le rappelle pas. Si on dit les enfants orphelins vont venir en France, c'est pas la même chose que les enfants avec des parents dogmatiques. Hein. Ouais. Oui, bah après, ils ont leur famille ici, les grands-parents, etc. Ils ont peut-être une tata, ils ont peut-être une grand-mère. Oui, leur famille. Non, mais j'entendais à la radio hier, vous voyez, j'entendais un truc qui m'a choqué, moi. Il est quand même anormal. C'est ce qu'on disait hier sur une grande radio. Absolument anormal de restituer les enfants aux grands-parents. Ces mêmes grands-parents qui n'ont pas su élever leur fils, puisque la preuve, ils sont partis dans un terrain de guerre. N'importe quoi. Mon Dieu. Franchement, n'importe quoi. Mais vraiment, quand on entend ça, c'est vraiment stupide parce que combien de parents n'ont pas vu les choses venir, n'ont pas vu que leur enfant était endoctriné, n'ont pas vu qu'ils sont partis, sinon ils l'auraient empêché. Mais d'entendre des horreurs pareilles, mais faut être ridicule, quoi. Et le peu ridicule, c'est que les journalistes laissent dire ce genre de conneries, quoi, à la radio. C'est juste absolument incroyable. C'est vendeur, il s'appelle l'audimat, Christophe. Bah ouais, non, mais au bout d'un moment, faut pas faire de l'audimat avec n'importe quoi. Ah, ici, on est sérieux, ici, à France Maghreb 2. Merci en tout cas, Samira. Merci. Bon, en tout cas, un grand bravo à vous. Je vous écoute. Hein. Bah c'est bien, continuez. Et voilà, pour moi, voilà, Christophe, on ne devrait pas se poser la question. C'est terrible. Voilà, il y a même pas de question à se poser. Il faut penser, il faut aller les chercher, il faut les aider, il faut les soigner. Voilà. Merci Samira, à bientôt. 01 40 33 9000. Qu'est-ce qu'il y a, mon Philippe? Non, je voulais juste que Samira rappelle l'association qu'elle soutient. Non, qu'elle rappelle l'association qu'elle soutenait, qui fait beaucoup pour des enfants qui sont en situation de danger immédiat médical et c'était beau ce qu'elle faisait. Ouais, absolument. 01 40 33 9000, on continue d'en parler. Faut-il rapatrier de manière systématique tous les enfants venus, les enfants français de Syrie et d'Irak? Vous nous appelez pour nous donner votre avis. Vous votez aussi sur Facebook, France Maghreb 2, sur Twitter, le grand forum FM2. Gamal Abina, Philippe Bouriachi sont là. Il y a un petit quiz là, 5 questions les gars. Qui va défoncer l'autre? Réponse tout à l'heure en fin d'émission. Ne loupez pas aussi le vote faire follow de Hicham Terak à 17h30. L'invité de la semaine c'est Wallace, l'humoriste marocain qui vit en Côte d'Ivoire. Oui, ça existe. Et on est de retour très vite avec vos appels au 01 40 33 9000. C'est le grand forum, on est là messieurs dames, c'est sur France Maghreb 2 et nulle part ailleurs. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Ça s'appelle le Grand Forum, messieurs dames, on est là tous les jours de 16h à 18h sur France Maghreb 2, en compagnie aujourd'hui de Gamal Abina et de Philippe Bouriachi, qui sont nos chroniqueurs du LGF. Bouriachi, toujours élu écologie Les Verts. Ah, je suis pas encore élu. Non, t'es pas élu, pardon. J'ai vendu la mèche. Non, mais il était bien vert, en tout cas. Oui, je suis bien écolo, mais bien, mais pas un Khmer vert. Ouais. Un vert progressiste. T'es le prochain maire d'Orly. Que Dieu t'entende. Avec l'aide de Dieu. Bon. Et Gamal Abina, toujours à la tête de l'association. J'ai beaucoup de choses. Comment s'appelle ton association? Alors c'est le Mouvement des droits civiques. Voilà, Mouvement des droits civiques. Là, je l'ai mis un peu en sommeil parce que j'ai trop de boulot. Ouais. Ça redémarre en septembre normalement. Et puis pour le reste, c'est toujours mes activités militantes, toujours mes activités artistiques. Ouais. N'en déplaise à certains, mais non, on s'amuse quoi. Bon, c'est bien. On s'amuse bien en tout cas avec vous. Et on va à Munich, les gars. Avec Terence qui nous appelle de Munich en Allemagne. Salut Terence. Salut, bonjour tout le monde. Bonjour. Salut. Le LGF en Allemagne. Alors Terence, sur la question qu'on pose aujourd'hui, à savoir est-ce qu'il faut rapatrier tous les enfants de manière systématique, tous les enfants français venus de Syrie et d'Irak. Comment ça se passe d'ailleurs en Allemagne avec cette question? Écoutez-moi, ce que je comprends pas ici, en France, il râle toujours, il y a toujours des débats sur ces trucs-là. Chez nous aussi, on a reçu pas mal d'enfants, mais ici, ils prennent les choses cool, il n'y a aucun problème, ils discutent même pas. Ouais. On les prend en charge et ils cherchent pas à comprendre, les enfants, ils sont pour rien. Hein. Bah oui, c'est clair. Il y a eu beaucoup d'ailleurs d'Allemands partis faire le combattre en Syrie, en Iran, en Iran, bien sûr, en Irak. Il y en a beaucoup, mais ils parlent pas beaucoup parce qu'ils restent discrets. Mais on a reçu cette année
plus de 26 enfants, hein. Ouais. Donc cette question se pose pas, quoi. Ça fait pas polémique. Oui, c'est vrai. De toute façon, il y a qu'à voyager, les gars. Hein. Vous avez tous voyagé. Et quand on va à l'extérieur de la France, c'est là qu'on se rend compte que finalement ici, il y a vraiment des spécificités à françaises qui sont pas forcément très glorieuses d'ailleurs. C'est clair. Ouais. Merci Terence en tout cas pour l'appel et le coucou depuis Munich en Allemagne. Il fait quel temps à Munich? Et il pleut chez nous. Ah bah voilà, gardez-la votre pluie. Hein. Voilà. Salut. Allez, bonne journée, merci. Salut Terence, salut Munich. 01 40 33 9. C'est vrai ce que dit Terence. On se pose des questions ici en France qui n'auraient même pas lieu d'être en fait. Oui, mais on se pose des questions. Oui, mais quoi? Parce que elle est alimentée, comme je te l'ai dit tout à l'heure, par une poignée d'irréductibles très énervés de gens qui n'aiment personne. D'ailleurs, les médias n'ont pas beaucoup parlé des projets d'attentats contre des absolument. synagogues et des mosquées. Avec cette extrême droite qui serait derrière. L'oiseau noir, il s'appelait. L'oiseau noir. Ils auraient pu s'appeler l'oiseau blanc, d'ailleurs. Ils sont cons, ça. L'oiseau noir, c'est trop beau, moi je trouve. Mais ça rappelle les cagoulards aussi. Hein, ouais, tout à fait. Non, mais c'est pour ça qu'il faut aussi rappeler l'histoire. Et effectivement, il faut pas le nier. Nous, depuis 10 ans, on souffre d'une poignée de fous furieux qui ne parlent qu'en leur nom et qui salissent tout le monde et qui font que pendant très longtemps, il y avait quand même une tension entre les uns et les autres et se regardaient en chien de faïence. Et donc, par conséquent, moi, j'ai connu des potes avec qui, c'est malheureusement plus des potes parce qu'on s'est fâchés, qui me disaient, moi, j'embaucherais pas un maghrébin dans ma boîte parce que j'ai pas envie qu'il fasse exploser ma boîte. Mais il avait peur à ce point-là. Non, mais attends, le type, moi j'essaie de les comprendre jusqu'au moment où ils sont réellement radicalisés. Il me dit, écoute, t'as qu'à allumer les médias. Et je me suis mis à regarder les médias. Et c'est vrai que quand on boucle à toutes les sauces, mais vraiment jusqu'à se dire le mec il a mis son clignotant et c'est un extrémiste. Non mais sérieusement, tous les jours il faut qu'on dise un truc sur les musulmans, sur l'islam, sur les barbus, enfin sur le voile, sur le niqab, sur machin, sur des épiphénomènes qui n'existent pas. Et quand tu les entends tous les jours et que tu n'es pas au contact de cette population, parce que tu t'apercevrais qu'elle est pleine d'amour et pleine d'espoir, et bah t'as peur. Et le français entre guillemets lambda ou de souche pour paraphraser certains, et ben qui n'a pas bougé de sa bourgade, et ben il se met à flipper et ce qu'il voit à la télé pour lui c'est la Bible. Moi, je t'assure, moi j'ai un pote, je vais pas donner son nom mais je vais donner son prénom, Olivier. Non mais juste son prénom parce que comme ça il va se reconnaître. Si demain tu vois par erreur sur le Parisien ou sur les JT ma photo en disant que je suis un terroriste, elle va dire bah oui c'est évident. Pour lui, la vérité vraie est dans les médias mainstream et ils ont un devoir et une responsabilité de dingue et ils se rendent pas compte qu'ils sont en train de jouer avec le feu. Pas sûr qu'ils votent pour toi, Olivier. Non, je sais pas s'ils votent tout court. Ouais, bon, non, mais ce qui est intéressant, la mise en perspective est intéressante. C'est-à-dire que la majorité des gens qui meurent aujourd'hui sous les bombes sont arabo-musulmanes, qu'en Irak, depuis 91, depuis le crime de Bush en Irak en 91, la destruction totale d'un pays de 26 millions d'habitants à l'époque, il a lui amorcé des centaines et des milliers de bombes de gens qui ont des raisons objectives de vouloir se venger. Et que par la suite, évidemment, il y a l'histoire de la Syrie, il y a l'histoire de la Somalie, il y a 6 pays arabes qui ont été rasés depuis. Donc ça, c'est des facteurs d'instabilité qui un jour ou l'autre seront payés forcément par ceux qui sont à l'origine de la faute, les États-Unis. Et quand on met en perspective, on se rend compte que les attentats tuent dans leur immense majorité des arabo-musulmans dans la région, qu'effectivement en France ça devait arriver un jour, il y aurait une tache d'huile et que malheureusement ici on ne voit que les morts qui sont ici, c'est logique puisqu'on est à côté, il y a une identification, mais qu'on oublie qu'en Irak ça saute tous les jours, il y a des bombes qui sautent tous les jours dans les marchés. 01 40 33 9000. Christophe, tu as posté, France Maghreb 2 a posté une vidéo d'un député de la Knesset, mais qui officie en France et payé avec nos impôts. Non, on le connaît. Monsieur Meyer. Le meilleur. Non, mais c'est un scandale. Non, mais tu te rends compte, le mec, on va juste expliquer aux auditeurs, en fait, il y a eu un débat, à l'Assemblée nationale, à la Commission d'affaires étrangères, à l'Assemblée nationale, et Meyer Habib, ne pouvant pas s'exprimer quand il le souhaitait, s'excite et manque de respect à ses collègues députés en leur disant c'est moi qui parle maintenant, vous vous taisez, bref. Et quand un autre député socialiste commence à dire effectivement qu'il y a quand même un agresseur, un agressé, et là lui dit et il fait référence d'ailleurs au gendre de Donald Trump en disant oui, lui ça l'emmerde pas tout ce qui se passe là-bas, et parce qu'il est juif.
Voilà, il essaie excité, mais faut voir la vidéo, c'est quand Ouais, j'ai vu. même un truc de fou. Meyer Habib, et il y a quand même une députée qui lui dit, mais monsieur, vous êtes pas député français, vous êtes le représentant du Likoud en France. Et alors ça lui plaît pas du tout, évidemment, mais Meyer Habib, c'est juste un scandale. Et je suis effaré d'ailleurs de voir que normalement la présidente de cette commission aurait dû le mettre à la porte, quoi, en disant vous ne respectez pas vos collègues, vous sortez direct, quoi. Ah, c'est antisémite ce que tu viens de dire là. D'après de Meyer quoi Habib. Non, mais ce qui est amusant, Oh, mais si c'est d'après mettez-vous Meyer à, Habib, mettez-vous à la place de ce ouais. pauvre monsieur, franchement. Vous n'êtes pas gentil avec lui. Ah. Il est quand même tiraillé entre deux imbécilités. Il est d'un côté un bougnoul puisqu'il s'appelle Habib, et de l'autre côté Meyer qui est d'origine allemande. Donc c'est compliqué pour un monsieur basané comme lui de se faire passer pour autre chose que pour un Africain, nord-africain et arabe d'origine. C'est dur. Donc il est logique qu'il en fasse des tonnes, mais en vérité ça tourne vraiment ridicule. Je veux dire, le chantage à l'antisémitisme de la part d'un maghrébin, ça n'a aucun sens. Ouais. Docteur, notre docteur qui est avec nous. Bonjour docteur. Bonjour. Oui, je vous salue de Bruxelles. Ah, à vous, Bruxelles. chroniqueurs, Ah, l'Allemagne, vous savez. et à vous-même. Et puis, en retard, comme bah, toujours, Belgique. meilleurs vœux pour votre fête, là. Ouais. Là. Oui, là, cette fête, là, En retard. le truc, les gâteaux, les machins, là. Les Ouais. loukoums. J'ai une dette, donc au moins je peux... Bon, on va revenir au vif du sujet. Donc, en résumé, il faut voir le côté humain. Je rappelle que vous êtes syrien, docteur. Hein. Oui, oui. Ah, mais je le précise à toutes fins utiles. Ah oui, pour vos deux chroniqueurs. Peut-être Oui, que et les je ne auditeurs connais aussi. pas, ça fait longtemps. Si, je l'ai vu, Donc, j'ai entendu. il y a le côté humain et côté politique. On va aller vers le côté humain, mais il faut vraiment pas de discussion. Ces pauvres gosses qui sont nés là-bas ou ramenés d'ici. Donc on a bien des millions de réfugiés qui arrivent de la région, donc ils seront parmi les réfugiés. Ouais. Ça c'est côté humain, donc je ne veux pas trop tarder. Donc c'est heureusement vos auditeurs, ils ont tranché pour les sauver. Maintenant, il y a Le côté politique. Intéressant aussi, docteur. Oui. Alors. Voilà. Donc, on va aller vers le côté politique. Oui. On sait comment se fait-il? Vous vous êtes demandé, ça fait quand même un an et demi que la guerre, enfin dire le premier mi-temps, parce qu'il y a deuxième mi-temps, je reviendrai une autre fois, quand je retourne sur Paris. Le deuxième mi-temps, il va commencer dans quelques mois, qui va durer encore entre 8 et 12 ans. Encore le deuxième mi-temps de la région, et surtout de la Syrie. De la guerre, je parle bien de la guerre. Pour le moment, les Turcs, ils se vengent et des Américains, et des Russes, et des Iraniens. Si vous revenez, comment ils sont arrivés via la Turquie. C'est-à-dire la Turquie facilite l'arrivée de leurs parents, et il y a, je pense, un couple ou quelque chose comme ça, et 9 pauvres gosses, tout ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Actuellement, ça chauffe à fond au Yémen, en Syrie, à Idlib, et vers les Kurdes. Donc l'Europe et la France, malheureusement, ne pèsent plus rien. Bon, on n'a plus Jacques Chirac, qui a bien pesé dans la politique mondiale, et même proche orientale. Actuellement, il faut attendre une réunion. Vous m'entendez toujours, mes amis? Ouais, Bien sûr, ouais. bonjour, doc. Voilà, donc on va attendre fin juin, je ne sais pas la date exacte, où il y a 3 pays qui jouent actuellement la carte, à savoir Trump, Ben Netanyahu, et puis ça fait 1, 2, et Poutine qui va arriver. Donc il y a un deal, on va dire à Bachar, on dirait que c'est sa propriétaire, la Syrie. On va te laisser tranquille pour le moment, mais tu fais chasser les Iraniens. Or les Yéménites actuellement passent le matin et soir sur les aéroports militaires, le pétrole, tout, ils attaquent à partir du Yémen. Les choses changent, bougent. Donc maintenant, il faut s'attendre aux suites. C'est-à-dire, actuellement, tous les prisonniers sont au nord de la Syrie, entre les mains des Kurdes, qui les font passer vers l'Irak. Ça, vous le savez, je vous apprends rien. Ouais, et c'est mais là le qu'ils sont problème jugés. est plus complexe et compliqué qu'on le pense. Actuellement, ça peut bouger dans les semaines à venir. Là actuellement, on a placé malheureusement beaucoup de populations civiles à Idlib, une région de 1 million d'habitants. Ils sont entre 4 à 5, voire 6 millions actuellement. Et tout l'armement arrive de nouveau de la Turquie. Donc raison de plus, docteur, si on vous écoute, Oui. qu'il faut impérativement, j'allais dire en urgence, rapatrier tous les enfants, quoi. Ah bah oui, ça, les enfants, malheureusement, les enfants sont pour rien, qu'ils soient nés là-bas ou ramenés d'ici. Enfin, après,
ici, vont être dans des camps de réfugiés. La France est quand même capable de gérer l'affaire. Bien sûr. De quelques centaines d'enfants. Là, c'est même pas la question. Les parents, après, par contre, les parents, quoi qu'on parle du régime syrien, quoi qu'on parle d'en Irak, vous l'avez bien discuté avant que je prenne la parole là, il faut qu'ils soient jugés là-bas. Ils ont tué, ils ont violé des femmes, ils ont massacré. Quoi qu'on dise du système, que d'ailleurs la preuve, si j'ai admiré ce système, je serais retourné depuis une vingtaine d'années au Proche-Orient. Moi, j'ai quitté, j'avais 17 ans et je savais ce qui va se passer. Mon entourage le savait, parce que comme ça, à force, l'encyclopédie, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, il faut les laisser là-bas se faire juger. Moi, je n'en sais rien. Ouais, ça c'est un autre sujet, docteur. La Syrie est déjà partagée entre plusieurs puissances. Voilà, donc c'est tout. Merci, docteur. En tout cas, alors, est-ce que par exemple, on peut poser la même question à propos des femmes qui sont parties accompagner leur mari dans leur voyage, dans ce califat. La question est beaucoup moins tranchante pour ce qui est des femmes, non? Pour ma part, c'est évident qu'il faut que les enfants repartent avec leur mère. Je veux dire, les mères, c'est pas des combattantes. C'était des poules pondeuses. Il y en a qui se sont retrouvées combattantes, quoi. Non, quasiment marginales. Dans l'idéologie de ce qu'on appelle les djihadistes aujourd'hui, les femmes, c'est à la maison avec les enfants, c'est tout. Il y a pas eu de combat de femmes, c'est pas vrai. Il y en a aucune qui avait les armes. C'est l'idée qu'on veut véhiculer pour les rejeter, mais c'est pas vrai. Ouais, Philippe, là-dessus? Moi, tu sais que je suis réellement un féministe convaincu. Ouais. Pour avoir été élevé par ma mère qui m'a appris qu'une femme est l'égale d'un homme. Mais elle m'a appris aussi la sensibilité féminine. Et c'est pas pour flatter les femmes que je dis ça. Une femme par amour est capable... Vous avez vu la une de Charlie Hebdo, je change de sujet, mais par rapport à ça? Non, je l'ai plus. Ah, si, la dernière. Ah oui, non, mais la dernière, la une de Charlie Hebdo qui à propos justement de la Coupe du Monde de football féminin, là. Ah, ouais. Vraiment une image dégueulasse, hein. Bon, ils sont coutumiers de la provocation, hein. Mais ils ont l'habitude. Ouais. Pardon, Philippe. Vas-y. Non, il n'y a pas de souci. Je te dis, je ne lis plus Charlie Hebdo. Oui, j'ai jamais lu, c'est encore mieux. Ouais. Non, je l'ai lu quand on me l'a donné à chaque fois, mais ces derniers temps, je crois que ça va. Oui, ça suffit. Ils font de l'humour. Basta. Ouais, non, mais l'humour, faut ouais, mais quand il est redondant comme ça tout le temps, je sais pas, il y a une vraie question à se poser. Bon, alors je revenais, il y a deux catégories concernant les femmes. Il y a celles qui ont suivi, et je pense que de toute façon toutes ont suivi leur mari par amour, d'autres sûrement par fanatisme, de haine de l'autre. Et celles qui ont suivi par amour, qui n'ont jamais combattu, qui n'ont jamais pris les armes et qui ont été endoctrinées, parce que tu sais, ça relève le même problème de toutes celles et tous ceux qui se retrouvent dans une secte. Ok ? Donc ces gens-là, il faut les désamorcer et il faut leur apprendre autre chose. Et donc ma mère m'a transmis ça, m'a appris ça en tout cas, en me disant qu'une femme par amour était capable de déplacer des montagnes, de déplacer des océans. Et je crois que je crois en l'amour et en le pardon. Et l'amour ne doit pas être sanctionné. Je voudrais rappeler autre chose qui est très important. En 1959, les Nations Unies ont édité une déclaration des droits de l'enfant. Alors je vais pas vous la lire, je vais vous dire juste les 10 points qui sont importants. Le droit à l'égalité sans discrimination de race, de religion, de nationalité. Le droit à une attention particulière pour son développement physique, mental et social. Le droit à un nom et à une nationalité. Le droit à une alimentation, à un logement, à des soins médicaux appropriés. Le droit à une éducation et à des soins spéciaux quand il est handicapé mentalement ou physiquement. Le droit à la compréhension et à l'amour des parents et de la société, le droit à l'éducation gratuite et aux activités récréatives, le droit au secours prioritaire en toutes circonstances, le droit à une protection contre toute forme de cruauté, de négligence et d'exploitation, et le droit à la formation dans un esprit de solidarité, de compréhension, d'amitié et de justice entre les peuples. Je tiens à dire ceci à nos dirigeants et à ceux aux pseudo qui aspirent à devenir dirigeants et qui n'ont que la haine. Nous avons signé cette convention, cette charte. Nous faisons partie des Nations Unies. C'est le propre même du mot humanité. Nous sommes des humanistes et ceux qui se revendiquent de la liberté, égalité, fraternité, ils sont signataires de cette déclaration. Alors soit vous dites, moi, je renie les Nations Unies et je ne renie toutes les conventions qu'ont signées les Nations Unies. Et à ce moment-là, vous
mettez bien dans un camp bien défini, soit vous êtes pour la liberté, l'égalité et la fraternité, vous êtes des vrais républicains et des vrais Français dans toute sa place, et vous êtes obligé de prendre ceci en conscience. Faut-il rapatrier les enfants français de Syrie de manière systématique? C'est la question que l'on vous pose et à laquelle vous répondez. Vous continuez de répondre sur Facebook, France Maghreb 2, ainsi que sur Twitter, le grand forum FM2. Place au zapping maintenant. Si on prend 100 millions d'Africains, d'un remplacement de population. Bon, voilà. Parce que les mots bamboula, d'accord, c'est des mots. Maintenant, moi, très franchement, je vois un barbu en djellaba. La réimmigration, c'est le départ des immigrés. Réellement le déradicaliser, est-ce que c'est possible? Donner une bonne dose de cheval. Si la connerie se mesurait, il servirait de maître étalon. Et pour commencer ce zapping, messieurs, dames, amis auditrices, auditeurs, pour commencer, donc, voici une attaque de François Ruffin hier à l'Assemblée nationale. Il a poussé un coup de colère à l'Assemblée nationale. Écoutez. Il pollue l'air, la terre, la mer, nous répondons référendum. Partout sur nos cahiers d'écoliers, sur les murs de nos villes, sur nos pages internet, nous écrivons ce nom, référendum. C'est une frénésie qui doit séduire à France, référendum. Très colérique l'ami Ruffin hier à l'Assemblée nationale. Référendum, les gars. Oui, non? Référendum. Ouais, notre bonne idée. Ouais. On l'attendait ce référendum. En démocratie. Normalement, il aurait dû arriver au bout la de réponse 6 ne mois. s'est évidemment pas fait attendre. Oui. Hein. Elle est signée le Premier ministre et quand même, Édouard Philippe, il est quand même pas mal en matière de réponse quand il s'agit de tacler. Répondre, écoutez. Celui qui dirige votre formation politique a dit qu'il voulait faire des élections européennes un référendum, comme vous dites, contre le gouvernement et contre le président de la République. Eh bien, je crois, monsieur le député, que les Français ont voté. Alors là, franchement, c'est du bon quand même. Ah, c'est violent. Ah, c'est violent. Hein. Ah, il a claqué comme jamais. Voilà, c'est ça. Il l'a claqué comme jamais. Effectivement, réponse donc du Premier ministre. Tiens, un petit tour par l'émission des grandes gueules des RMC. Vous connaissez? Bien sûr. Oui, oui, tout à fait. Alors, quand on demande aux chroniqueurs des grandes gueules si le président Macron est condescendant, voici la réponse, bien détaillée d'ailleurs. Alors, il y a du mea culpa, c'est certain. Mais il faut quand même remarquer qu'il dit ça à l'Organisation internationale du travail, c'est-à-dire à Genève, et qu'une fois de plus, notre président donne des leçons au reste de l'humanité. C'est ce qu'il a fait dans toutes les institutions internationales. Et il en profite à chaque fois pour donner des leçons aux Français, en passant, quand même. De l'étranger. Oui. Alors il dit il faut qu'on soit plus humain, il le dit aux grandes têtes du monde entier, alors que lui, il vient de se taper quand même 8 mois ou 7 mois de gilet jaune. Donc c'est un peu surprenant quand même, et j'imagine que dans l'Assemblée, il y a des gens qui ont un peu souri. Et puis, il y a quand même, de la part de cet homme qui est d'une intelligence probablement indiscutable, qui est brillantissime, il y a quand même toujours une certaine condescendance. Ouais. C'est-à-dire que le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il a beaucoup de mal à comprendre comment vivent les gens au quotidien, ce qui fait leurs difficultés, ce qui fait qu'ils sont descendus dans la rue. Il a mis très longtemps à comprendre quand les gilets jaunes sont descendus ce qu'il fallait faire. Aujourd'hui, il fait son mea culpa, mais il fait quand même son mea culpa en juin. Enfin, faut quand même comprendre que il sent là qu'aux européennes, il a eu une fenêtre d'opportunité, qu'il fallait qu'il en bénéficie, qu'il avait un discours de politique générale cet après-midi avec son Premier ministre, et que donc, il fallait qu'il se montre plus, plus proche du bon peuple. Parce que c'est ça, puis-je être proche du bon peuple? C'est insupportable quand même. Ah oui, c'est comme ça que tu l'analyses. Moi, je trouve ça dur. Parce que tout le monde est sachant. Mais il n'y a pas une once de sincérité, alors. Mais qui sont les sachants et subissants, déjà? C'est ça. Revenons sur cette sémantique. Ouais. Tout le monde est sachant. C'est-à-dire que chaque personne qui nous écoute aujourd'hui, elle est sachante. C'est-à-dire qu'elle est sachante dans sa vie professionnelle, dans sa vie personnelle. Elle a une compétence. Le problème, c'est qu'il reconnaît qu'il y a en France tout un tas de gens qui sont subissants. Et que lui, là, il ne se classe pas là-dedans. Donc c'est ça qui est inacceptable. C'est de dire finalement on a accepté qu'un certain nombre de Français soient des subissants. Voilà une analyse de cette chroniqueuse des grandes gueules à propos de Emmanuel Macron. Pas totalement vrai, pas totalement faux, pardon, hein, dans cette analyse. Oui, ça c'est juste. C'est vrai que Macron, on peut le dire, voilà, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on peut lui reconnaître une certaine intelligence, Philippe. Oui. Ouais, tu peux lui reconnaître. Bah, écoute, oui. Mais quand il dit, par exemple, c'est vrai que on a l'impression que c'est un donneur de leçons, et on a l'impression surtout que ce monsieur ne connaît pas justement véritablement le peuple français, ou en l'occurrence ceux qui vivent avec quelques euros pour essayer de s'en sortir. Ça, il connaît pas ça. Non, en même temps, vu son parcours et vu son histoire, c'est compliqué de demander à celui qui est tout devant dans l'orchestre de s'imaginer et se mettre à la place de celui c'est vrai qui est qu'il a tout mis au fond.
longtemps à comprendre quand même ce mais il a toujours pas phénomène des compris. gilets jaunes. Écoutez, je crois honnêtement, si vous voyez pas le Trafalgar se profiler, c'est que il y a un souci. Je vais vous donner mon analyse, ma simple et humble analyse. Macron a fait les pleins de voix à droite. Ça y est, c'est fini. Il va en essorer encore un petit peu, mais ça va s'arrêter là. Sur 36 000 communes, 72 maires qui disent bon, on y va à la gamelle, ça fait pas bzef. Mais maintenant, pour pouvoir gagner un petit peu plus à gauche, il est obligé de montrer, non mais écoutez, je vous ai compris, style à Général de Gaulle. Et vous allez comprendre pourquoi. Macron prépare une réforme de la Constitution, et pour ça, il a besoin de ce qu'on appelle les 3/5 du Congrès. Le Congrès, c'est-à-dire que c'est les députés et les sénateurs réunis au même endroit, et il faut que sur la totalité... Il a annulé d'ailleurs son oui, mais à Versailles. Mais il avait dit chaque année, je viendrai devant vous, et visiblement... Non, pas cette année en tout cas. Non. Il y a eu le Ramadan entre-temps, il y a eu le Ramadan, et c'était très dur quand même cette année. Donc attends, vraiment sérieusement, non mais je vais finir là-dessus. Macron, il voit bien qu'au Sénat, ça passe pas. Il a que 10 sénateurs. Il y en a peut-être une dizaine qui vont venir renforcer son équipe. Et ils ont dit la chose suivante. Je tiens quand même à vous le rappeler que Castaner, lorsqu'il était l'hôtelier, d'ailleurs il est toujours l'hôtelier du parti LaREM, a dit partout où on pourra gagner tout seul pour les municipales, on se posera aucune question. Partout où il faudra dealer avec la droite ou la gauche pro-macronienne, on ira. Et partout où on pourra pas gagner, on essaiera d'intégrer des majorités. Parce que, n'oubliez pas qu'en 2020, il y a des élections municipales. En 2021, vous avez et les régionales et les départementales. Et donc, c'est les grands électeurs, c'est-à-dire tous les conseils municipaux, tous les conseils départementaux, les conseils régionaux, qui vont élire les sénateurs. Et plus il aura de grands électeurs, plus il a de chances d'avoir plus de sénateurs propres et proches de lui pour pouvoir modifier la Constitution. Mais il vous dit toujours pas ce qu'il y a dedans. Et dans cette modification de Constitution, je vous assure qu'il va nous avoiner sévère. Donc, ne soyez pas dupes, ne vous faites pas enfumer. Et puis, déplacez-vous, parce que encore 45% de femmes et d'hommes qui refusent de ne plus y croire, c'est un problème pour notre démocratie. Et donc, vous permettez à une minorité de pouvoir prendre le pouvoir et nous faire la misère derrière. Et ça sera trop tard. En gros, il veut les pleins pouvoirs. Il lui faut le Sénat. Il a le Parlement qui lui Je rappelle que Hollande avait les pleins pouvoirs. Mais Hollande n'était pas... Non mais rappelez-vous, Hollande avait les pleins pouvoirs. Assemblée, Sénat... Il avait tout, mais qu'est-ce qu'il a fait Hollande et Macron? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rien fait, mais voilà. La différence entre Hollande et Macron, c'est que Macron est quelqu'un qui veut avancer vite. Ouais. C'est une sorte de Hollande mélangé à Sarkozy, donc un peu de social, un petit peu de droite. Et le souci principal de monsieur Macron, c'est qu'effectivement, elle l'a souligné tout à l'heure dans son édito, c'est un homme qui est très intelligent, indiscutablement. Et parce qu'il est très intelligent, il est méprisant. Parce que malheureusement, souvent, l'intelligence va se perdre avec le mépris. C'est-à-dire que quand on a le sentiment qu'on a en face de soi des gens qui sont peu éduqués, c'est comme ça qu'ils perçoivent les Français, eh bien, on leur donne des leçons. Parce que nous, on a tout compris. Par exemple, lui, c'est un vrai calcul, il fait du calcul politique, il fait du calcul comptable, c'est un vrai comptable, et il fait rapport entrée-sortie, ce qui rentre dans les deniers publics et ce qui sort. Et il a tout de suite et immédiatement identifié le principal problème, c'est qu'il sort plus d'argent qu'il en rentre, et surtout que c'est le social qui prend une grande part du lion. Et l'autre aspect qui prend beaucoup d'argent à l'État français, au budget de l'État, 50% du budget va dans les salaires des fonctionnaires. Donc il se dit, pour établir les comptes et accepter atteindre ces fameux critères de convergence de Maastricht, à savoir 3% de déficit public, qui est une aberration monstre. Oui, c'est une monstruosité, mais c'est pas le propos. C'est une loi allemande, faut être très clair. Maastricht, c'est l'Allemagne, donc faut arrêter de rêver. Il faut juste rappeler comment elle a été décidée. Oui, c'est pas un coin de table. C'était fait par les Allemands, c'est la Bouba qui décidait, la Bundesbank. Donc aujourd'hui, il a besoin effectivement que toutes ces lois passent au forceps par le politique, parce qu'il sait qu'il a perdu la main sur la population française. Et effectivement, l'autre pari, c'est qu'il espère faire comme Trump, qui a réussi son pari pour le coup, réduire le chômage à 0, ou enfin au taux incompressible de 2 ou 3%, et faire en sorte d'être réélu à sa prochaine mandature en 2022. Donc tous ces calculs sont planifiés chez lui. C'est quelqu'un qui a tout. Il faut jamais perdre de vue que Macron n'a jamais eu d'échec dans son existence, quasiment jamais, à part une fois dans un concours dans une école. Sinon, il a tout réussi. Et quand quelqu'un réussit, c'est une machine de guerre. Et pourtant, on lui prévoyait une petite gifle lors des européennes. Mais il a réussi aussi. Mais il en est sorti gagnant. Il n'a jamais d'échec. Il n'a jamais su d'échec. Et ce qui est extraordinaire chez Macron, pas gagnant. Non, c'est à parité. Non, pas gagnant. Non, à parité. Comment ça, pas gagnant? Non, pas gagnant. À parité. Faut être très clair. Non, quand mais il a gagné les élections européennes. Il a pas gagné. Mais non, c'est faux. En pourcentage, il est légèrement perdant, mais en nombre de députés, c'est à parité. Non.
Si, c'est le même nombre de députés. non, d'accord, mais c'est important de le rappeler. Ensuite, quand on a une France en déliquescence comme celle-là, avec 7 mois de gilets jaunes qui se tapent dans la rue, avec le monde entier qui regarde ce qui se passe, avec l'affaire Benalla et toute une succession comme ça de fautes politiques et d'erreurs en termes de communication, il s'offre le même score. Voilà, le même score que le FN. Le même score que le premier tour de la présidentielle. Oui, c'est le même score, que le FN. C'est pour ça que je dis que le FN. Le FN était à présidentielle, il était légèrement au-dessus. Non, légèrement. Tu vas pas pinailler. Mais sur quelques chiffres. Mais c'est important. Quand tu es le deuxième, t'es pas le premier. T'es le premier des perdants. Comparons le Parti Socialiste, 6%. Mais non, mais je compare pas. Non, mais c'est intéressant de comparer. Mais non, mais Gamal. Il n'y a pas eu de vaste communication. Philippe, tu peux pas comparer quand même. Regarde, tu me dis il a fait un petit peu plus au présidentiel, d'accord. Mais après tout ce que vient d'énumérer Gamal, 2 ans, 2 ans de présidence quand même très compliqué pour Macron. S'offrir un tel score, pardon, on l'avait pas prévu celle-là. Puis-je finir ma phrase? Je vais te dire, il ne peut pas être le grand gagnant. Il a gagné sur son socle, et c'est pour ça qu'aujourd'hui il essaye de piocher dans l'électorat des écologistes et dans l'électorat de gauche, social, progressiste, socialiste. Alors Mélenchon, et ça c'est mort, ça c'est fini. Le PC c'est pas ça, c'est une de ses victoires, Macron. Il a liquidé Mélenchon et le PS. Oui, enfin la droite. La droite, on en parle même pas. La droite. Non, mais Mélenchon, c'est. Arrêtez, Macron, c'est votre meilleur allié au vert. Non, c'est votre meilleur allié parce que vous êtes monté grâce à lui indirectement. Alors ça c'est bien, Alors là, magnifique. Philippe Bourriachi répondra dans un instant. D'accord. Macron est-il monté grâce au vert? Réponse d'un vert. Justement, Philippe Bourriachi. Affaire à suivre aussi les infos incontournables, les infos zappées du LGF, évidemment qu'on va vous restituer dans un instant. Sans oublier Anne Hidalgo, qui a encore une brillante idée. Baisser encore la vitesse du périphérique à 50 km/h et mettre que 2 voies de circulation par sens. Ça c'est de la proposition, ça va certainement faire réagir au 01 40 39 000. Et Hicham Tarak également pour le va te faire follow avec Wallace, c'est l'invité de la semaine. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le suspense est à son comble puisque Gamal Abina a sorti une petite punchline là juste avant la pub, évidemment. Donc à propos de Macron qui utiliserait les verts, hein, c'est ça, Gamal? Ouais, c'est un allié objectif parce que un allié objectif. Philippe Bourriachi, ça tu te l'as pris en pleine face celle-là. Ah carrément, mais je l'ai un petit peu esquivé. Je fais une esquive rotative, tu sais, j'ai quelques notions. Ouais. Et toi tu me disais non. Mais non, mais pas du tout. C'est pas du tout un allié. Alors bien sûr, évidemment, chaque bourde qui fera, c'est les autres qui vont récolter. Ah, c'est clair. Très bien. Mais le score que nous avons fait, d'ailleurs, je tiens à rappeler qu'on a eu que 15 jours de campagne parce que on s'est fait voler la campagne électorale par le vrai faux débat qui nous a coûté 12 millions d'euros. Merci Manu. Enfin, monsieur le président, pardon, excusez-moi. Monsieur le président, un peu de respect, président, s'il vous plaît. Excusez-moi, monsieur le président. Mais comme je suis aussi un petit peu actionnaire de la France, tu me permets, Non, mais Manu, c'est pour Valls, tu peux le dire, il a plus de titre. Ah oui. Ah, Valls. Non, le score que nous avons fait, c'est parce que nous avons fait une très belle campagne et tout le monde nous a tapé dessus, et y compris, moi je tiens à dire à mes amis de la France Insoumise sur le terrain que je vous pardonne, mais c'est surtout là-haut dans la sphère, la nébuleuse, où ils sont devenus complètement fous. Ils se sont dit à chaque fois qu'on va taper sur eux, on va engranger des points. Ça a été l'inverse, donc continuez, essayez de nous taper encore un petit peu plus, s'il vous plaît. Mais c'est parce qu'on a été cohérent, on a été clair, on a été opérationnel, on avait un vrai programme. Les gens, ça leur a parlé. L'écologie est bien rentrée, pas que dans les mœurs, mais aussi dans le foyer des gens. Et tout le monde se rend bien compte. Et tu vois que ne serait-ce que ces conditions météorologiques qui sont tout sauf normales. Je crois qu'on a eu 4 variations différentes dans la même journée de température. C'est juste pas possible. Il y a quelque chose qui va pas. Et donc la conscience, ce que nous avons semé il y a 40 ans avec René Dumont, qu'on était, enfin pas moi, puisque moi je suis arrivé il y a 26 ans chez les Verts. Ah ouais, t'as tenu le coup quand même. Ouais, non, mais c'était une très belle aventure et c'est pas fini. Par contre, il y a un nouveau truc qui est en train de se dessiner. Je peux pas trop vous en parler pour l'instant, sauf si vous êtes super gentil. Mais non, mais voilà, non. Oh, mais super cool, là, Philippe. Attends, on t'accueille bien quand même. C'est vrai, on est bien ici. On est vraiment comme à la maison. Yannick, au soir de ce beau score, qui n'est pas une victoire. Hein. Nous, on sait pas, on veut être humble ou modeste. C'est réellement l'esprit des écolos qui nous anime, en disant que c'est la fin du bal premièrement qu'on paye les musiciens, qu'on est très content de ce score, mais on est déçu parce qu'on pense
pense réellement qu'on peut changer les choses, on peut changer la société, on peut changer le monde, et faites-nous confiance pour les futures élections qui arrivent, municipales, départementales, régionales et présidentielles, parce que je peux vous assurer qu'on aura un candidat écologiste, et j'ai ma petite idée sur le candidat, mais nous verrons bien, nous en discuterons collégialement, parce qu'on est vraiment un parti démocratique, et on considère qu'une personne, une femme, un homme, c'est égal, et que chaque personne, c'est une voix, et chaque voix compte, donc on se manifestera. Et Yannick, il a proposé la chose suivante. Enfin, les femmes sont pas forcément très bien traitées aussi dans votre parti. Bon, ils ont quand même présenté une candidate. Comment ça, quoi? Tu plaisantes ou quoi? Eva Joly a quand même été présentée. Non, alors, s'il y a bien un parti féministe, c'est bien Europe Écologie Les Verts. Ouais, je tiens à vous le dire. Sérieusement, c'est la parité. Il y a eu, bien évidemment qu'il y a des goujats. Bien sûr qu'il y a des hommes très mal élevés qui. Il y a eu Popin qui a eu quelques soucis, oui, par exemple. Et pas que lui. Mais ils ont présenté Eva Joly, c'est pas rien. Non, mais hormis ça. Mais non, sauf que nous, premièrement, on a fait toute la transparence là-dessus. On a une commission féministe qui n'existe pas dans les autres partis. On a aussi un conseil de surveillance sur les dérives, parce qu'il y a des hommes qui passent à travers les mailles des filets. Il y a des prédateurs. Il y en a. C'est pas parce qu'ils sont écolos, c'est parce qu'ils sont hommes. Non, mais t'as des prédateurs. Oui, c'est les hommes, ça. Oui, voilà. C'est le rang de. Non, mais nous, on a absolument rien caché. On a dit, on va mettre ça sur la place publique, et tous ceux qui feront un pas de travers, on va pas leur faire de cadeau. Nous avons installé la parité, c'est-à-dire dans toutes les commissions, dans toutes les réunions, il y a toujours la parité. C'est obligatoire. Et je te rappelle qu'on est un des seuls partis à avoir eu des femmes responsables. Bon, alors il y a eu Cécile Duflot, il y a eu Emma Cosse, il y a eu Dominique Voynet. Non, c'est pas un des seuls, c'est le seul parti. À part Le Pen, il y a personne. Ouais, enfin Le Pen, c'est une transmission de flambeau. Oui, mais ça change rien. C'est la seule femme politique. C'est la seule femme politique qui était au premier aujourd'hui. Juste pour conclure. C'est pas gentil pour Arlette Laguille, quand même. Je parle de femmes. Ouais. Ah oui, non. Pardon, Arlette, je l'avais oublié. Arlette et Nathalie Arthaud, c'est vrai, tu as raison. Pardon. Autant pour moi. Oui, mais l'extrême gauche, on les met de côté. Il y a une tradition. Il y a une tradition très longue dans l'extrême gauche de femmes politiques. On les met en avant. C'est pas d'hier. Je veux dire, les premiers mouvements militants féministes sont quasiment en URSS. Faut jamais l'oublier. Donc. Oui. Donc, mais autant pour moi, c'est vrai que j'avais oublié. Je présente mes excuses aux copains et aux copines de lutte ouvrière. Et moi pour la blague. Donc Yannick Jadot ce soir-là a dit à toute la famille écolo, parce que quand tu prends le score d'Europe Écologie Les Verts en disant on a fait 13-8, 13-9, peu importe, mais le score de la famille écolo c'est 21%. Si on est d'accord sur 98% des choses, pourquoi on continue à chacun dans notre paroisse de notre côté? On te rend compte qu'on aurait pu avoir autant donc le rassemblement c'est pour demain? C'est déjà hier, parce que Delphine Bateau, Génération Écologie, a tout de suite dit écoute, on va s'asseoir et on va commencer à discuter. Elle a pas dit oui on va se marier, mais elle a dit on va s'asseoir, on va discuter. Et Yannick Jadot a été très propre sur ce coup-là. Il leur a dit venez pas derrière nous, faisons ensemble. Mais réellement, et ça c'est vraiment important, c'est ancré, et il a vraiment non simplement sauvé le parti, mais il a aussi sauvé l'écologie. Il a donné une autre vision de l'écologie que certains voulaient nous faire passer pour des Khmer verts. Et ils en sont pour leur compte. C'était la minute écolo. Et c'est bien parce qu'en plus ça va continuer avec Guillaume Ballast, qui est un des coordinateurs avec Claire Monod, qui était anciennement chez nous et qui est parti à Génération. Guillaume Ballast, au lendemain de cette déclaration, a dit yallah. Moi j'ai eu des potes de l'UDE, l'Union des démocrates des écologistes, qui est le Front démocrate et les écologistes qui sont réunis. Moi, je les ai au téléphone, ils me disent écoute, c'est un truc, c'est magnifique, on en rêve depuis un moment. C'est clair. Bon, Olivier Faure, faut qu'il arrête juste un petit peu de nous mépriser et de nous donner. Tiens, je l'ai croisé. Là, faut sortir ça. C'est une sorte de programme commun qu'il faut faire ensemble. Non, mais c'est pas ça. Il nous dit attention à l'isolement des écolos, machin. Écoute, ils étaient hégémoniques pendant très longtemps le PS. Comme tu le dis très bien, en 2012, ils avaient le président, le gouvernement, l'Assemblée, le Sénat. 99 départements, 26 régions, 25 sur 26 régions. Mais non, mais s'il te plaît, Olivier. Bon, très bien. Mais on te fait des gros bisous quand même. Voilà. C'est l'heure de retrouver Hicham Terak. Vous connaissez Wallace ou pas? Ouais, j'ai entendu hier. Voilà, c'est un humoriste qui est très connu en Afrique, qui passe assez souvent d'ailleurs en France. C'est un Marocain, il vit en Côte d'Ivoire. Hicham Terak l'a rencontré dans sa chronique Va te faire follow. Va te faire follow, fallait trouver ça. Précision, une salle comble en Côte d'Ivoire, c'est combien de personnes? 5-6 000. Et voilà, vous avez bien entendu, 5-6 000 personnes. Ouais. Mais parce que nous, on n'a pas comme vous la chance d'avoir des petites salles où on peut venir. Ça fait bizarre quand tu dis comme vous, oui, parce que vous avez une bonne fréquence ici en France. Ça veut dire que vous avez des salles de 60-70 personnes, mais vous jouez tout le temps, tous les jours. Exactement. Nous, on ne joue pas tous les jours. D'accord. Donc nous, quand on joue, bien sûr, c'est évident d'avoir 5-6 000 personnes. Mais tu joues quoi? Une fois par 2 mois?
D'accord, ok. Après, t'es obligé d'aller faire le tour de l'Afrique pour pouvoir jouer une fois par semaine. D'accord, ok. Mais on n'a pas cette fréquence. Vous avez une fréquence de fou. Moi, ici, j'ai 3 dates par jour. Ouais. Ça n'existe pas chez moi, ça, en Côte d'Ivoire. On n'a pas 3 dates par jour. Tu peux pas déplacer 6000 personnes 3 fois par jour. C'est ça. Paris, la ville aux 1000 spectacles jour. Exactement ça. C'est pour ça que je dis, c'est aussi un avantage d'un côté, ce que vous avez. Et nous, c'est un avantage d'avoir des salles aussi grandes, mais l'inconvénient, c'est qu'on n'a pas une aussi grosse fréquence. Dans tes spectacles, tu parles de quoi? Dans mes spectacles, je parle de beaucoup de choses. Je parle de mes voyages en Afrique et de toutes ces tournées en Afrique, découvrir ce côté de l'Afrique que les Africains connaissent, mais qui les fait rire, et que les Européens ne connaissent pas. D'accord. Et pouvoir voyager avec ce spectacle-là. Comme je dis toujours dans mes interviews, mon but à moi, c'est de pouvoir voyager avec mon spectacle sans avoir à changer une virgule. Génial. Et c'est ça qui est génial. C'est pour ça que j'essaye toujours dans mon écriture, quand j'écris, de me dire, est-ce que ça va marcher partout, ou est-ce que ça va marcher que dans un endroit? Tu maîtrises les codes en fait, des différentes communautés, voire limite des différents continents. Bien sûr. J'ai vécu toute ma vie en Afrique. J'ai tourné dans plus de 20 pays d'Afrique avec mon spectacle. J'y suis resté en moyenne 2 semaines par pays. Donc à un moment donné, tu connais, le Sénégal, c'est devenu chez moi. Je parle le Wolof. Au Mali, je leur parle en Bambara. Donc j'ai cette chance-là de pouvoir vraiment voyager et puis me mettre dans la peau de ces gens-là. Et ça t'apporte beaucoup du coup. Énormément. Personnellement et même ça te change la vie. Le fait que tu viennes de plus en plus sur Paris, comment tu l'expliques ça justement? Je l'explique parce qu'on me donne le visa assez longtemps. La dernière fois, tu sais, on va pas se voiler la face. C'est très compliqué d'avoir un visa pour venir en Europe. J'ai failli lâcher l'affaire moi pour Paris parce que ça devenait tellement compliqué. Et je sais que maintenant pendant 2 ans je suis tranquille. Exactement. Et si vous me voyez plus dans 2 ans, c'est que on me l'a plus donné. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. La suite au prochain épisode. Retrouvez Va te faire follow sur tous les bons réseaux sociaux. Et aussi à la radio. Allez, je vous dis à la prochaine. Et surtout, allez vous faire follow. Merci Hicham Terak, il est bon c'est Hicham. Allez, on le salue évidemment Hicham Terak. Voilà, c'est donc qu'il a rencontré. Suite évidemment demain dans cette émission, le grand forum. On a des talents quand même, hein, c'est de l'équipe du LGF, y a pas à dire les gars. Voilà. Allez, maintenant on va s'intéresser à ce qu'on appelle les infos zappé. J'ai du très bon à vous proposer aujourd'hui et peut-être à commenter évidemment avant de parler de Anne Hidalgo et de sa dernière trouvaille, le périphérique à 50 km/h mes amis. Alors, parmi les infos zappées messieurs dames, selon PFM TV, sachez que Marine Le Pen et Gilbert Collard sont envoyés en correctionnel après la diffusion d'images de Daesh sur internet. La présidente du Rassemblement National et le député avaient été mis en examen en 2018 pour diffusion d'images à caractère violent sur les réseaux sociaux. En mars dernier, le parquet de Nanterre avait requis le renvoi de Marine Le Pen devant un tribunal pour la publication en 2015, vous en souvenez certainement, donc de photomontage au Daesh sur son compte Twitter notamment. Une enquête préliminaire avait été lancée en décembre 2015 par le parquet de Nanterre pour diffusion d'images violentes visant Gilbert Collard et Marine Le Pen, donc alors eurodéputée à l'époque. Donc 2 informations judiciaires distinctes ouvertes. Bonne nouvelle les gars ou pas? Qu'elle soit poursuivie, oui. Correctionnel. C'est minimum syndical quand même. C'est le minimum syndical. C'est une femme politique, théoriquement, on maîtrise un peu ses postes, il y a minimum syndical. Non, mais en plus, c'est 2 avocats, quoi. C'est surprenant. Elle fait cette bourbe. Ouais, elle a fait encore. Elle a fait 6 ans. C'est ça en plus, c'est vrai. Ouais, non, mais 6 ans ou pas. 6 ans droit des. Mais elle est avocat. Ouais, c'est l'avocate qui est light là-dessus sur ses idées, mais. Je ne sais pas, mais elle est maître Marine qui sous son arbre perché qui fait cette bêtise, quoi. Ouais, c'est vrai. Enfin, c'est pas une bêtise, c'est grave, hein, c'est gravissime. Mais que moi je fasse cette erreur, moi je le savais pas qu'on pouvait pas diffuser des trucs comme ça. Sérieusement. Mais voilà, bon bah écoute, est-ce qu'elle aura l'immunité encore parlementaire? Ça se passe comment? Alors là, je sais pas. Affaire à suivre. Alors, autre info zappée, le gouvernement de Bamako revoit officiellement à la peste le bilan de l'attaque du village de Sobamé dans le centre du pays dimanche soir. À l'issue de la mission des enquêteurs qui s'est rendue sur place hier, le nombre de morts s'élève en fait à 35 et non 95, comme avancé précédemment. Selon le chef du village de Sobamé, le premier chiffre annoncé comptabilisait en fait le nombre de tués et de disparus. Le communiqué du gouvernement malien dit aussi qu'une centaine de femmes auraient trouvé refuge dans le village voisin de Koundou.
Voilà pour ce qui est de cette information, donc revue à la baisse pour ce qui est nombre de morts suite à cette attaque survenue au Mali. Le Mali qui reste toujours vraiment un pays extrêmement dangereux. Ouais, c'est horrible ce qui leur arrive et j'ai envie d'adresser moi mes condoléances aux familles des victimes, au peuple malien qui reste digne et qui, moi j'ai eu plein de potes au téléphone qui m'ont dit on est un et indivisible, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils n'arriveront pas à nous séparer. C'est clair. Autre chose, tiens, en Syrie, les gars, le régime de Bachar al-Assad affirme aujourd'hui avoir abattu plusieurs missiles israéliens l'année dernière dans la province de Dera. Ça se trouve pas très loin du plateau du Golan, en partie occupé par Israël. Selon le SDH, les cibles visées étaient des positions du Hezbollah libanais allié de Damas. Voilà, tiens, puisqu'on parle d'Israël, eh bien sachez qu'un bras de fer juridique qui durait depuis 15 ans a par ailleurs pris fin en début de semaine. La Cour suprême a alors validé la vente de 3 bâtiments de Jérusalem-Est qui appartenaient à l'église orthodoxe. Ces biens ont été rachetés par une organisation militante pour une judaïsation des quartiers arabes. Signée depuis 2004, la vente était contestée par le patriarcal orthodoxe, mais à 2 reprises, la justice a rejeté les arguments de l'église. Voilà pour cette info zappée que vous n'entendrez évidemment pas sur BFM TV, mais sur France Maghreb 2. Mais c'est une très bonne nouvelle. Bah oui. Parce que en quoi c'est une bonne nouvelle, Gamal ? Ça prouve que Israël, qui conceptualise le sionisme comme étant un rapport au religieux, islam contre judaïsme, c'est faux puisque c'est les chrétiens qui sont lésés à ce moment-là. Ouais. Allez, dans un instant, messieurs dames, on continue le grand forum avec quoi ? Avec Anne Hidalgo qui propose de baisser une nouvelle fois la vitesse sur le périphérique à 50 km/h et en plus, on y rajoute dans le package 2 voies de circulation. Alors je sais pas combien il y a de voies de circulation. Il y a 2 fois 4 voies, c'est catastrophique. Ouais. Alors là, c'est une autoroute. Est-ce que finalement avec cette nouvelle décision de Anne Hidalgo, qui d'ailleurs je crois que cette trouvaille de Anne Hidalgo, elle est soutenue par chez toi là, par les Verts. Hein. J'espère. Vous soutenez ou pas? Vous soutenez cette connerie ou pas? Sorry, I don't speak French. Ouais, c'est ça. I'm going to speak French for you. Non, c'est clair et net que c'est une demi-bonne idée. Le fait de réduire à 2 fois 2 voies plutôt que 2 fois 4 voies, c'est une excellente idée. Le fait de réduire la vitesse à 50 km/h, c'est complètement ridicule. Absolument pas d'accord avec toi. Et on en parle dans un instant. 01 40 33 9000. Le quiz! Elles sont là mes petites questions, j'en ai 5. Ouais. Alors qui va défoncer l'autre? Réponse dans un instant. À qui je vais remettre le trophée de la Ligue des Champions du LGF? Gamal Abina, Philippe Bouriachi, ça se passe dans un instant, évidemment sur France Maghreb 2. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum sur France Maghreb 2 avec Gamal Abina et Philippe Bouriachi. Je vous rappelle cette question du jour: faut-il rapatrier de manière systématique les enfants français de Syrie et d'Irak? Pour répondre à cette question sur Facebook France Maghreb 2, sur Twitter le grand forum FM2 bien entendu. Avant, dans un instant, de parler de la nouvelle trouvaille de Anne Hidalgo et de ses copains écolos, à savoir de réduire la vitesse du périphérique à 50 km/h et de réduire aussi le nombre de voies, puisqu'on passerait de 2 voies. Vous nous appellerez d'ailleurs au 01 40 33 9000. J'attends vos avis aussi, vos taxis, GVTC, enfin tous ceux qui sont usagers de la route au quotidien, pour nous donner votre avis si c'est une fausse ou bonne mauvaise idée. 01 40 33 9000. Mais pour l'heure, le combat, c'est parti pour le combat du jour qui oppose Gamal Abina à ma droite, Philippe Bouriachi à ma gauche, toujours à gauche, je suis là. Et oui. Au centre. Quoi? Je préfère plutôt écologiste que à gauche. Ouais, c'est un peu à gauche. Alors, excusez-moi, mais les écolos, vous êtes à gauche? Non. Ah, comment ça, non? Non. Vous avez été toujours classé à gauche? Ouais, c'est une erreur. Ouais, c'est une erreur. Mais bon. Mais non, c'est une erreur. Non, c'est quoi la gauche? Si c'est les valeurs humanistes, oui. Si c'est pas les valeurs humanistes, non. Tu n'arriveras pas à m'attendrir avec tes belles paroles, mon cher Philippe Bouriachi. De gauche. Oui. Donc non. Première question. Gamal Abina, Philippe Bouriachi, c'est parti. Première question. On est en. Alors là, c'est là, si vous me la trouvez, je vous offre 2 points. On est en 1790. Quelle ville rejoint la France après 5 siècles d'administration pontificale? Nice. Pas du tout. Pontificale? Oui. Combien? Je répète ma question. Oui. Quelle ville rejoint la France après 5 siècles d'administration pontificale? C'est Rouen. C'est pas Rouen. Non, c'est pas. On est en 1790. C'est limitrophe de l'Italie, je crois. Pas du tout. Pas du tout. Non. C'est Orléans, un truc comme ça. Non, pas du tout. Je vous donne un indice. Sud de la France. Marseille? Non, pas très loin. Cannes? Pas du tout. Toulon? Là, tu t'éloignes. Aïe. Toulon? Non, c'est pas Toulon. J'ai dit Nice, Marseille. Martigues. Je vous donne un autre indice. Un pont célèbre.
Avignon. Je suis bête, les rois d'Avignon. Oh là oui. Oh, j'ai pas été bon ce coup-là. 2 points, mon Boyashi. Bien joué, tu mérites l'argent. Je sais pas si je lui donnais 2 points, parce qu'avec les indices que j'ai donnés. Non, 1 point. Un point, ouais, on est d'accord. Je veux gagner à la loyale. C'est ça. C'est beau. C'est vert, c'est beau. Tiens, ça c'est plus facile, les gars. Qui est condamné en 1964 à la prison à vie, qui sera d'ailleurs libéré le 11 février 90? Nelson Mandela, bonne réponse. 2-0, Boyashi, il est là. Il est en train de m'éclater, là. Il est en train de t'éclater, oui. Beauté. Troisième question. Quelle banque privatise 52% de son capital en 1999? En France Générale. Oui, c'est pas la société. Crédit Lyonnais. Ouais. Dommage. Crédit Lyonnais. Qui l'a dit? C'est moi, c'est Gamal. Ouais. Je rattrape mon retard. 2-1 pour Boyashi toujours. Je cherche un banquier français mort en 2007. Un banquier français mort en 2007? Ouais. Bon, c'est pas Macron. Ah, c'est Papa Béard, c'est quoi il s'appelle? C'est c'est pas un Béard? Non. Il s'appelle déjà, c'est... Son prénom c'est Guy. Un banquier mort en 2007, Guy? Ouais. Je connais pas le banquier. Je connais pas le banquier. Ouais. Si, moi j'en connais, mais j'en connais, mais à chaque fois, ça se passe pas bien. Famille très célèbre. Très célèbre. Ouais. Rothschild? Bah oui. Oh là. Guy de Rothschild. Guy décédé, ouais. 4-1. Dernière question. Qui est élu président de l'Assemblée nationale en 1997? Président de l'Assemblée nationale? 97, sous Jospin. Ah, il faut s'en rappeler, hein. Ouais. 97. C'était... Oula. Sous Jospin? Ouais. Il était au perchoir, donc c'était... Il était au perchoir. C'est Fabius? C'est Fabius. Ah bah voilà. Oh là là. Il m'a éclaté. T'as un monte. Ah, le Boyashi, il a défoncé Gamal aujourd'hui. En beauté, effectivement. Le score est de... Je sais même plus d'ailleurs. 4-1, je crois, non? 4-1. 4-1. Axel a fait les comptes. 4-1. Un massacre. C'est bon, alors lui, il est fait comme l'équipe féminine de football à qui on souhaite bonne chance d'ailleurs pour son deuxième match ce soir après avoir éclaté les Sud-Africains, c'était vendredi dernier. Ouais, ce soir c'est contre la Norvège. Et c'est attention plus difficile. Et il y a Linka Torske qui est la milieu... Non, je déconne. Non, je voudrais juste dire un scandale sans nom si tu me le permets. Il y a quelques jours, on a demandé à nos joueuses, à nos filles, de quitter les lieux pour laisser les Bleus masculins organiser un match amical. Et je trouve ça scandaleux. Et je voudrais dire au président de la République, Monsieur le Président, j'ai un avis tranché la semaine prochaine pour vous pour ça. Bon, et d'ailleurs la Coupe du Monde féminine, c'est la Coupe du Monde préférée de Medjahed, parce qu'il y a que des femmes qui jouent au foot. Et Medjahed, il adore les femmes. Ah bah encore. Évidemment. Bon, si on parlait un peu d'une autre femme, les maires de Paris, Anne Hidalgo, qui a une belle trouvaille, qui réfléchit, c'est même plus que dans les cartons, cette histoire, de réduire une nouvelle fois la vitesse du périphérique à 50 km/h et comme si cela ne suffisait pas, de réduire le nombre de voies de circulation à 2 voies de chaque sens. 2 voies 50 km/h, 01 40 33 9000. Qu'en pensez-vous? Allez-y, c'est le moment de nous dire ce que vous en pensez. 01 40 33 9000. Gamal Albina nous disait c'est en partie une bonne idée. En quoi c'est une bonne idée cette histoire? Eh bien parce que moi j'ai vécu 20 ans en face du périph' et il faut savoir aujourd'hui que la pollution tue plus que le sida dans le monde. Il faut savoir que Paris est une cuvette qui est engorgée de pollution. Il suffit juste de monter sur les hauteurs de Paris, on voit l'horreur l'été. Et surtout il faut savoir que le périphérique est quasiment une autoroute en 2 fois 4 voies. Une autoroute monumentale qui, tous les jours, nous bombarde de gaz carbonique. Et malheureusement, l'idée est bonne de la part d'Anne Hidalgo, qui ose des choses, et tant mieux. Le problème, c'est que c'est une demi-bonne idée. Pourquoi? Parce que réduction de la vitesse, c'est une erreur monumentale. Ça va engorger le périph' comme jamais. En revanche, là où c'est une bonne idée, c'est qu'effectivement, en réduisant 2 fois 2 voies plutôt qu'à 2 fois 4 voies comme une autoroute, elle pourrait, et c'est des propositions que j'ai faites à pas mal de monde que j'ai rencontré chez les Verts, ou chez les Cocos d'ailleurs, elle pourrait faire en sorte de faire une plantation, un plan massif d'arbres pour cacher cette horreur, cette saignée qui a été construite en 73, qui est le périphérique, qui, je le rappelle, fait de Paris la seule forteresse fortifiée au monde. Il n'y a aucune capitale au monde qui est enfermée comme Paris l'est aujourd'hui, et elle est en plus enfermée dans quoi? Dans de la pollution. Donc effectivement, l'idée est à demi bonne. Maintenant, effectivement, il faut des aménagements. On peut pas du jour au lendemain diviser par 2 la circulation sur le périph'. En revanche, il y a une autre idée qu'on pourrait avoir, c'est de couvrir entièrement le périphérique. Non, trop cher, ça personne ne le fera plus, c'est fini. Ah oui, mais voilà, tu vas pour ce qui est de la population qui vit à proximité du périphérique, ça pourrait être quand même profitable. Mais aujourd'hui, attends juste pour finir, on est quand même dans l'ère de la haute technologie, je veux dire. On est en mesure de créer un programme sur le téléphone qui permette de voir d'abord les engorgements et ensuite les itinéraires de délestage qui sont méconnus par ceux qui empruntent
la ville de Paris et la banlieue. Ouais. C'est-à-dire que malheureusement, moi je prends toujours, quand je vois que le périph' est engorgé, le délestage. Je vous garantis que vous roulez comme sur le périph'. Mais le problème, c'est pas ça. C'est que couvrir les périphs, c'est un surcoût impossible à gérer. Interdire la circulation sur le périph', ça n'a pas de sens. La réduire à 50 km/h, ça va créer des bouchons monumentaux. Ah oui. En revanche, faire en sorte d'aménager et d'accompagner l'aménagement de ce flux de circulation, parce que c'est souvent les banlieusards qui passent d'un point A à un point B en passant par Paris, d'aménager ça, de faire en sorte qu'on, par exemple, une idée toute bête, transport en commun gratuit, c'est pas compliqué. Créer des aires de stationnement géantes avec la priorité pour ceux qui sont usagers de la route. Il y a un minimum quand même. Bon, Yachi, ça te parle, non? Bah, bien sûr que ça me parle, non simplement ça me parle, et c'est essentiel. Quoi qui est essentiel? Alors, c'est essentiel de réduire la pollution. La pollution tue en France 45 000 personnes par an. Ça tue 10 fois plus que ceux qui prennent leur véhicule et les morts sur la route. Mais effectivement, Gamal l'a dit, on en avait discuté en aparté, si vous ne mettez pas la région, la mairie de Paris, la métropole, les départements limitrophes et l'État assis à la même table pour trouver des solutions convergentes, parce que si vous faites ça, vous pénalisez uniquement des citoyens qui vont mal comprendre, et vous n'avez pas réglé la solution de l'embouteillage, parce que lorsque vous êtes obligé de prendre votre véhicule pour vous rendre à l'opposé de Paris, parce que vous commencez tôt, vous finissez tard, et que en transport en commun vous y mettez 2 heures alors que dans le véhicule vous y mettez 1 heure, ben vous pourrez pas faire changer les choses. Lorsque Dunkerque a fait un test, d'ailleurs Grand Sainte aussi, moi je remercie mon ami Damien Carême, eurodéputé écologiste, ils ont les transports en commun gratuits. Ils ont augmenté la fréquence des transports en commun. Et il y a des gens... T'es pour? Est-ce que les transports en commun soient gratuits? Mais évidemment, non simplement je suis pour. Et ceux qui vous disent ouais mais ça coûte 5 milliards par an, comment on les trouve économiquement, c'est pas viable. Faux. Vous pouvez les trouver, ces financements, déjà en économisant sur la santé de tous ceux qui vont y passer à cause des multitudes de cancers et de ce que ça coûte à la collectivité, en arrêt maladie et autres, etc. Vous allez augmenter les redevances publicitaires, parce que les publicitaires ne fonctionnent que par rapport à la fréquence. Si vous augmentez le nombre de fréquences et surtout le nombre de personnes, eh ben forcément vous allez avoir plus de revenus publicitaires, donc vous allez compenser. Bien vu. Et évidemment. Donc c'est une combinaison de plusieurs facteurs. 1, il faut des transports propres. 2, il faut des transports plus réguliers. 3, il faut des transports sécurisés. Ouais, mais tu veux, attends, Philippe, pardon, mais tu veux me rajouter du monde sur une ligne, par exemple, que j'emprunte au quotidien, qui s'appelle le RERD, c'est un véritable bordel. C'est impossible. Impossible aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut augmenter la fréquence. Voilà. Mais ils ont déjà du mal à gérer le peu de trains qui est en circulation, alors comment veux-tu qu'ils augmentent la fréquence? Attends, Christophe, coupable mais pas responsable, et ça c'est pas possible. Pendant des années, moi je vais prendre l'exemple, Madame la ministre. On a Redouane qui attend. Oui, vas-y. Isabelle Borne. Oui, qu'est-ce qu'elle a? Qui était aussi directrice stratégie de la SNCF et qui était présidente de la RATP. Quels ont été les choix qu'elle a fait, Madame Elisabeth Borne? Faut le rappeler, elle était aussi directrice de cabinet de Ségolène Royal. Les choix ont été très simplement, nous misons tout sur le TGV et on oublie ces fameuses lignes qui transportent des millions et des millions de personnes par an. Quand on était président de la RATP, on mise tout sur le développement à l'international en oubliant que les infrastructures sont à la limite de la saturation, vieillissantes, et donc c'est des milliards qui nous coûtent. Donc on revient tout à l'heure à la même problématique, les fameux 3%. Donc si tu combines pas tout ça, c'est irréalisable. Pardon de vous couper, messieurs, il y a une information qui est très importante qui vient de tomber. L'ancien Premier ministre algérien Ouahia vient d'être placé en mandat de dépôt, prison. Voilà. C'était attendu. C'était attendu, effectivement, mais l'information est d'ores et déjà officielle. Donc Ouahia en prison dans le mandat de dépôt au HEPS pour donc l'ancien Premier ministre algérien. Qui l'aurait dit il y a un an. Absolument. Redouane, il est parti, il a été énervé par ce que vous avez dit, parce que lui il est automobiliste, lui il est usager de la route. Mais je suis aussi. Vous pouvez nous appeler 01 40 33 9000 parce qu'ils font les flambeurs là, les petits cocos là. En scooter, place non, de pas Clichy. coco, non, vert. Place de Clichy, Belleville, en scooter, j'ai mis une demi-heure. Moi c'est vélo, voiture, pied, j'ai la totale. Et pareil, il faut ouvrir les voies de circulation. On parle des bicyclettes, là c'est un vrai bordel leur truc là. Ah non, les trottinettes. Ouais, les trottinettes, pardon. Elle a déjà dans Hollande, c'est pas. Non, mais si, il y a des problèmes de stationnement. Non, mais bien sûr, il y a des problèmes de stationnement, mais la ville n'est pas adaptée à des nouveaux. Alors, Redouane est avec nous. Salut Redouane, t'entends parler des zigotos là. Je suis sûr que toi t'es énervé. Ah, je suis taxi. Alors taxi. Alors, bonne nouvelle ou pas de réduire le périph' à 50 km/h et à 2 voies de circulation? C'est des conneries, je te dis, c'est des conneries. Pourquoi c'est des conneries, Redouane? Déjà, avec 4 voies, on passe autant de temps, et là, tu vas mettre 2 voies, et en t'écoutant, je sais plus qui a dit, ouais, c'est bien de passer 2 voies, et... C'est Gamal Abina, il s'appelle. Je maintiens. Mais, déjà, juste avec 4 voies, on passe énormément de temps dans les bouchons. Comment tu veux que Très simplement. la circulation s'accélère sur 2 voies?
C'est impossible. Si, c'est possible. Regarde juste les voies sur berge. Elle les a fermées pour la pollution. Et tu vas me dire qu'à Paris, on roule super bien parce que les voies sur berge. Non, ça, c'est une erreur d'avoir fermé les voies. Je pense qu'il faudrait les réouvrir. Ah, donc, et le périph', pour moi, mais le périph', non, l'autoroute, excuse-moi, l'autoroute périph', 2 fois 2 voies, et 2 fois 4 voies, c'est catastrophique. Il faut être très clair sur un point. On a tous un téléphone portable, ça peut se réguler en fonction des heures, ça peut se réguler en fonction des plaques d'immatriculation. Excuse-moi de te couper, mais regarde, on va dire avant, on pouvait se baser par rapport aux heures, on va dire on va bien rouler à partir de 10h, 11h. Mais maintenant, c'est fini. Ouais, c'est fini. Même, juste, on va dire, tu me parles du téléphone pour prendre les routes secondaires. Mais si tu prends des routes secondaires, tu passes autant de temps en passant par les petites rues. C'est impossible en périph' en passant 2 voies. Je te promets qu'on passe. Je suis d'accord avec toi, Redouane. À chaque fois, si à chaque fois on dit c'est impossible, on ne fera jamais rien. Mais aujourd'hui, c'est impossible. Concrètement, juste une seconde. Ce qui est possible aujourd'hui, c'est que la plupart, la majorité des gens qui meurent aujourd'hui en France meurent par la pollution. Ça, c'est des réalités. Alors soit on est généreux, soit on est généreux. Non, soit. La solution, c'est quoi? De faire les journées paires et impaires. Mais non, c'est oui. Quand ils ont fait les journées paires et impaires, je te promets qu'en circulation, on roulait super bien. Ça, je veux bien l'entendre, mais ou alors il faut que ça soit la fête de l'Aïd tous les jours. Par exemple. Et là, il y aura beaucoup moins de monde. On peut l'entendre, mais il faut être très clair. Non, mais soit on change de mode de vie, soit on est égoïste et on tue les gens avec sa voiture. Moi, dans ma famille, il y a 2 personnes sur 5 qui sont asthmatiques. Bon, Redouane, merci, on doit y aller. Puis il faut qu'on donne quand même la parole à l'écolo pour qu'il termine son propos là-dessus. Et puis il y a un petit coup de cœur rapido, c'est en 1 minute, les gars. Parce qu'après, on va encore m'engueuler. Juste pour dire que cette combinaison et cette articulation, elle doit se faire aussi avec les entreprises, parce que si tout le monde commence à 9h et tout le monde finit à 16h, c'est sûr qu'on pourra pas régler. Vous voulez vraiment tout changer, vous. Absolument. Mais c'est ça. Mais il faut tout changer. Il y a une urgence climatique. On n'a pas le choix. On va droit dans le mur. Et franchement, on est tous en train d'être empoisonnés tous les jours un petit peu. Juste un chiffre. La Chine donne une leçon à tout le reste du monde. 66 milliards d'arbres plantés en 30 ans. 66 milliards d'arbres. Ouais, mais c'est le plus grand pollueur de la planète. Oui, mais ils ont compris. Ils bossent. Il faut le travail. Ouais, mais ils polluent. Mais il faut le travail. Des gens. Voilà. Bah oui. Non, mais voilà. Un petit coup de cœur, mon Philippe. Ça se passe à Orly chez toi là-bas. Oui. Alors, j'ai pas entendu le. Ah d'accord. Non, il y a pas. On est pressé. Là. Vas-y, mon coup de cœur, c'est ce soir à 18h à l'école Marcel Cachin. Il y a un groupe féminin, Lema, L-E-M-M-A. C'est un groupe féminin, Lema de Béchar, Bécharia, mené par la chanteuse Souad Asla. Souad Asla qu'on avait reçu ici d'ailleurs, magnifique. Cette troupe a été créée pour faire revivre les genres musicaux populaires féminins de la Sohara, sud-ouest algérien, et également entendu en Suède, en Pologne, aux Canaries. Donc c'est un spectacle gratuit. Allez-y, nombreuses et nombreux. Ah, c'est gratos. Ah, c'est gratos. Comme ça, Orly. C'est organisé par Orly par. Alors c'est l'association Passerelle Orly Sud. Merci infiniment, tonton Asdine. Et j'en profite pour dire que le 21 juin, pour la fête de la musique, d'ailleurs il y aura que ça sur Orly, c'est ça qui est incroyable. Au forum Pablo Neruda, c'est pour 2 € et vous avez les sons du Maghreb, du rail, du chabi, la fête de la musique, on paye pas, que c'est cette arnaque. Non, mais c'est pas ça. C'est vraiment ça va après dans une caisse de solidarité, de générosité. Ils font énormément pas mal de choses. Ah, on me dit que ça a été déplacé ce soir au forum Neruda à cause des conditions météorologiques. C'est au 33 rue des Hautes-Bornes. Donc pour ce soir, le groupe Lema, c'est au 33 rue des Hautes-Bornes. Et pour la fête de la musique, c'est toujours au forum Neruda, 33 rue des Hautes-Bornes. Donc c'est 2 €, mais il y a du rail, du chabi, du regada, du staifi, du kabyle, du marocain, du tunisien. Enfin, ça sera juste extraordinaire. Allez-y. Et les dons seront reversés à cette association, mais pour faire de l'acte de solidarité. Et vraiment, pour revenir à ce qu'on a commencé au début, merci tonton Azine, tout ce que tu fais pour les enfants syriens qui sont réfugiés juste à côté de chez nous. Bon, salut Azine. Il leur donne de l'amour, de la joie et merci, Passerelle Orly Sud, tonton. Mouah. Merci Philippe Boriachi, merci Gamal Amina, tu l'as démoli. Tu l'as démoli, les Gamal. Il est pas prêt de revenir avec toi, je te le dis. Demain, autre plateau avec Abdeshabitage demain avec une petite nouvelle que je vous présentais, elle s'appelle Karima Perroni. J'aime beaucoup Karima. Je suis tombé sous le charme de Karima. Elle est excellente. Et puis il y aura également notre Lyonnais Mehdi Chevaiki qui sera avec nous demain. Un quiz à 3, ça promet demain les gars. J'espère que Karima va leur mettre une volée à ces deux mâles. Revenez-vous demain entre 16h et 18h.
C'est pas encore ce soir que j'aurai le prix Nobel de l'heure et de la ponctualité. 18h03, vous êtes bien sur France Maghreb 2, le rappel de l'actualité dans un instant. Medjahed pour la suite. Bonsoir. Le discours de politique générale d'Édouard Philippe cet après-midi devant l'Assemblée. Le Premier ministre a décrété plusieurs priorités, l'accélération écologique et la justice sociale. Plusieurs annonces, une réforme des aides à la rénovation énergétique, un projet de loi contre le gaspillage en septembre à l'Assemblée, un bonus-malus pour les entreprises qui abusent des contrats courts, une baisse de 3% de la première tranche d'impôt, des impôts qui devraient baisser de 27 milliards sur l'ensemble du quinquennat. Il a également promis que le projet de loi autorisant la PMA pour toutes les femmes sera débattu au Parlement fin septembre. En revanche, la révision constitutionnelle a été repoussée à après les élections sénatoriales de septembre 2020. Le groupe des macronistes au Parlement européen, rebaptisé Renew Europe, renouveler l'Europe en français. Le mot libéral est passé à la trappe à la demande des élus français. Nathalie Loiseau devrait être candidate à la présidence de ce nouveau groupe. Des amendes fermes ou avec sursis pour les décrocheurs de portraits d'Emmanuel Macron. 6 militants qui dénonçaient l'inaction du gouvernement face au changement climatique étaient jugés aujourd'hui à Bourg-en-Bresse. Ils ont plaidé la nécessité d'agir pour le climat. Une exposition Banksy à partir de demain à Paris. Des fresques murales du graphiste ont été reconstituées à l'espace Lafayette-Drouot par des street artistes. Les organisateurs parlent d'une exposition immersive. Le spectateur est censé être à l'intérieur de l'œuvre de l'artiste dont l'identité est toujours un mystère. Enfin, le village olympique de Paris 2024 revu à la baisse. Il comptera 14 000 lits au lieu des 17 000 prévus initialement. D'autres sites d'hébergement viendront compléter le village. Les organisateurs expliquent que cela permettra de maîtriser le budget. Le chantier débutera en 2021. Bonne fin de journée à tous. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.